Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse du chapitre 1063. Un chapitre qui nous a retourné le cerveau, qui nous a fait plaisir. Il y a eu une mini-ola pour ceux justement qui ont vu la réaction live. Ça m'a fait super plaisir, tous les retours qu'il y a eu dessus. Merci, beaucoup. Ce chapitre, on va en parler en détail tout à l'heure parce qu'on va faire 3 parties dessus. Première partie, on va parler tout simplement de la première 2 pages. Les premières 2 pages, c'est hyper important et on le voit ici. En l'instant, c'est une sorte de mini-histoire qu'il a mis. Comme ça, il n'a pas besoin de faire 3-4 chapitres dessus pour nous présenter un petit peu ce qui se passe au niveau de Whole Cake et toutes les répercussions qu'il va y avoir sur le monde de One Piece. Et justement, en parlant de répercussions, on va parler aussi de Bonnie et un petit peu le début de ce nouvel arc Vegapunk, essayer d'analyser tout ça, un petit peu les influences de Tetsuka, l'importance qu'il a surtout au niveau de Eiichiro Oda et surtout aussi de tous les japonais en tant que tel. Et la troisième partie, on va parler de quoi? On va parler tout simplement de Law versus Barbe Noire, le truc que Eiichiro Oda nous offre comme ça, c'est un truc absolument de fou. Et encore une fois, c'est quelques pages, mais mon Dieu, toutes les informations et toutes les conséquences qu'il va y avoir sur la suite de l'aventure de One Piece. Bref, c'est un truc de complètement taré. Mais avant ça, j'ai 3 petites annonces à vous faire. Oui, toujours pareil, les petites annonces du début de vidéo. Premièrement, les conventions, on les continue. Donc je serai cette fin de semaine, le 22-23, je serai à Bourg-en-Bresse avec aussi Maxime. On vous fera une petite conférence sur les 25 ans de One Piece. Il y a l'expo One Piece. Vous pourrez parler de plein de choses avec moi. N'hésitez pas à venir et à vous éclater. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Bourg-en-Bresse, eh bien je serai le week-end suivant. Je serai dans pas ma ville natale, mais une petite ville quand même coup de cœur qui est Rouen, avec la Chibi Rouen. Pareil, il y a Maxime aussi qui va faire le déplacement, qui sera là. On vous fera aussi une conférence sur les 25 ans de One Piece. On va délirer avec vous. Bref, n'hésitez pas à venir. Justement, en parlant aussi de Maxime, je voudrais lui faire un petit coucou et un petit soutien. Il a mis en place un truc sur quoi? Ulule, il a fait quoi? Il a fait un bouquin de 800 pages sur un artiste, un auteur qui est Roland C. Wagner, un auteur français de science-fiction. Il a fait un bouquin de 800 pages qui est beaucoup de recherches, beaucoup d'archives, des documents absolument inédits, un truc vraiment ultra top. Donc si vous voulez lui donner un petit coup de main, n'hésitez pas à aller sur la page de son Ulule pour participer. Voilà, il a mis énormément, ça fait plus d'un an de taf qu'il a mis dedans, donc n'hésitez pas à aller le soutenir. De toute façon, les liens sont juste ici. Et la deuxième chose, là on va passer sur Kiss Kiss Bang Bang, Konkuru, qui veut devenir un petit peu le Jump français, c'est-à-dire que c'est un magazine qui est mensuel, qui fait 280 pages. Dedans, il y aura 8 mangaka qui vont faire des chapitres de manga. Ça va permettre justement à des mangaka français de pouvoir justement se lancer. C'est quelque chose qui est sur du très long terme. C'est un très beau projet. Pareil, n'hésitez pas à aller sur la page est juste ici. Ils ont déjà atteint les 100%, ça c'est vraiment classe, mais ils peuvent aller beaucoup plus loin et apporter vraiment une visibilité pour les mangaka français. Et vu les talents qu'on a, n'hésitez pas à aller soutenir ce projet. Donc ça, c'était les 2 petites annonces. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1063. Oui, on va y arriver, Alors, commençons à parler par ce chapitre parce qu'il était, ma foi, assez excellent. Je m'attendais à un chapitre assez calme. Pourquoi? Parce qu'on est dans un début d'arc. Début d'arc, c'est la mise en place, la présentation, l'installation du monde, des antagonistes, des protagonistes, un petit peu de l'histoire, de l'importance qu'il va y avoir sur le cheminement futur. Et là, Eiichiro Oda, en un chapitre, il nous retourne le game. Il nous retourne le game pour 3 façons. Premièrement, c'est la première 2 pages. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les premières 2 pages, ça va être plusieurs choses. Ça va être souvent des demandes des lecteurs, c'est-à-dire qu'ils vont demander à Eiichiro Oda de lui faire un dessin thématique. Des fois, il y a aussi des petits foreshadowing dedans. Après, il va y avoir des dessins que lui, Eiichiro Oda, veut faire ou des petites annonces qu'il aimerait mettre en place. Et après, il y a tout simplement les mini-histoires, c'est-à-dire des petits personnages qui sont à droite, à gauche, des petits trucs qui se passent, je dirais, en off à côté. Et souvent, c'est des petits trucs qui sont marrants, c'est des petits trucs qui sont des informations qui pourraient être faits comme une sorte de mini-arc de quelques chapitres. Et là,
là, il nous a donné des infos, mais qui sont absolument dingues. Ça avait été le cas, même si on n'a toujours pas la réponse de ça, ça avait été le cas par exemple avec Ener. Ener, il se retrouve à un moment, il y a la suite de l'arc Skypia qui se passe plus tard, et Ener se retrouve dans la Lune, il trouve des nouvelles personnes qui ont une nouvelle technologie qui fait un petit peu penser là justement à ce qui se passe au niveau de Vegapunk et de l'île sur lequel il est, Egghead. Et ce qui se passe, c'est qu'on apprend aussi des trucs par rapport à des créatures qui étaient sur la Lune, qui étaient avant, peut-être que ça appartient au siècle oublié, toujours des trucs comme ça. Il y avait eu la partie avec Jinbei quand il avait donné l'autre poneglyph à Big Mom, il y avait eu l'affaire avec Kobe et Emmett, comment ils avaient été recrutés, enfin il y avait eu plein de trucs hyper sympas, mais c'était des trucs un petit peu moyens, à part bien sûr l'histoire de Ener que je vous ai raconté. Et là, en gros, il nous raconte sur cette première 2 pages un arc, quelque chose qui aurait pu être un arc, quelque chose qu'il aurait pu mettre, qui aurait pu être un petit peu dans le type de la rêverie. Franchement, je pense qu'il aurait pu nous faire un arc style un petit peu rêverie, un arc qui aurait fait à peu près, allez, 3-4 chapitres pour vraiment condenser, mais là, il nous offre ça comme ça, et c'est un truc de taré. C'est-à-dire qu'on commence par, il y a quelques temps, justement, Chocolaton, où il se passe quelque chose, des gens qui arrivent sur Chocolaton, et après, on passe directement sur la libération du Germa, donc on est hypé, c'est bien dessiné, c'est vachement sympa, il y a des petites histoires avec César, et là, bam, on repasse sur Chocolaton, complètement congelé, avec le kidnapping de Pudding. Et ça, c'est complètement fou. Pourquoi? Parce que Pudding, premièrement, elle a un 3e œil, et Big Mom avait dit qu'il faut qu'elle éveille son œil, comme la tribu est capable, certaines personnes sont capables de le faire, pour pouvoir tout simplement lire les poneglyphes. Et ce qui est absolument dingue, c'est que là, on voit que tout est de glace, et qui maîtrise la glace, c'est Aokiji. Alors, est-ce que c'est Aokiji? Est-ce que c'est pas Aokiji? Ça aussi, c'est une très bonne question. Est-ce que Aokiji a pu être mort, et que Barbe Blanche lui a pris son fruit et l'a donné à quelqu'un d'autre? C'est une possibilité, mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Aokiji est beaucoup trop, premièrement, puissant, intelligent et important. Il va revenir pour la suite, il va parler, il a un rôle à jouer justement avec Kobe et cette version alternative, cette nouvelle justice qu'il y a au niveau de la marine. Et c'est pour ça que je pense que concrètement Aokiji est toujours là. Et justement en parlant d'Aokiji, c'est Aokiji qui est justement avec un autre membre de l'équipage de Barbe Noire, il me semble, je ne sais pas encore c'est qui, et ils ont volé, kidnapper plutôt Pudding pour l'amener à Barbe Noire. Pourquoi? Parce que là on voit justement que Barbe Noire est à la recherche des poneglyphes et aussi des rots de poneglyphes, tout simplement pour pouvoir avoir le One Piece et à travers le One Piece devenir le maître du monde. Sauf que entre temps sur son chemin il va y avoir un petit Luffy et aussi un petit Im-sama, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Donc ce qui se passe, c'est que Aokiji a Pudding et il va l'amener à Barbe Noire. Sauf que je pense aussi que Aokiji est là pour en un sens protéger Pudding, c'est-à-dire qu'il va l'emmener, mais il va lui parler, il va lui transmettre des informations, il va l'apprendre, il va la protéger pour pouvoir peut-être plus tard l'exfiltrer ou donner des informations à Kobe qui plus tard pourra partir et il y aura des informations pour aller attaquer. En vérité, là ce que je veux dire, c'est que là il y a tout qui est en train de se relier. Pourquoi? Parce que premièrement il y a Kobe, il y a Aokiji, il y a Barbe Noire, il y a l'intérêt de Pudding, il y a les héros de poneglyphes, mais Pudding a aussi un énorme lien avec Sanji. Et même, et là c'est là où c'est très très important, oui je le dis dans le micro, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre on a eu l'information que le Haki peut enlever quelque chose qui a été fait avec un fruit du démon. Et on sait que Pudding a enlevé des morceaux de mémoire à Sanji, mais l'amour entre Sanji et Pudding est présent et est dans l'ADN de Sanji. Quand on aime quelqu'un, il peut se passer tout et n'importe quoi, le cerveau garde une trace de cet amour. Et ce qui va se passer, c'est que même si Pudding a enlevé les souvenirs, à un moment, il peut se passer quelque chose avec Sanji qui, grâce au Haki, on sait que Sanji est vachement doué avec le Haki de l'observation et justement en éveillant, en faisant quelque chose avec ce Haki, il peut
retrouver les souvenirs qui sont liés à Pudding. Et quand il va apprendre, parce que il va y avoir l'information dans les journaux. Là, il y a Morgan, lui, qui va être au courant de ça. Il va pas le cacher. Il va dire, oh là là, la déchéance complètement après s'être fait latter la gueule, avoir tout perdu. Maintenant, l'équipage de Big Mom a perdu une de ses personnes. Ils se sont fait attaquer carrément au niveau de leur île. Donc ça va être un truc absolument de fou. Et donc, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir l'information. Et donc, Sanji va se rappeler de ce qui s'est passé avec Pudding. Et il va demander à Luffy d'aller l'aider. Parce que c'est hyper important. Et la chose aussi qui va être géniale, c'est que l'importance de Pudding par rapport à Barbe Noire et les poneglyphes, il y a aussi Robin qui va donner aussi cette information de l'importance, parce qu'elle doit avoir aussi des informations sur cette tribu aux trois yeux. Eh bien, il va aller combattre Barbe Noire, mais d'un autre côté, il y a aussi Katakuri qui va vouloir délivrer sa sœur. D'ailleurs, quand on voit même si on n'aime pas Crackers, le voir comme ça avec la main pour essayer de sauver sa sœur et derrière d'avoir brûlé Kipler, enfin bref, c'est un truc qui est, moi franchement j'adore. Et donc, tout ce qui s'est passé au niveau de Whole Cake, la relation qu'il y a entre Katakuri et Luffy, on le voit justement, ce respect avec le chapeau qui a été mis sur le visage. Le chapeau, c'est important le chapeau. Eh bien, là, tout en train de se mettre en place, on sent que c'est la fin de One Piece. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi personnellement je le sens qu'on arrive sur cette fin, et il y a tout qui est en train de se revenir, et on va avoir un final de One Piece. En vérité, on n'a qu'une seule envie, c'est lire la suite. Enfin, là, je suis en train de vous faire la critique analyse, mais au fond de moi, il y a un mini-dog dans ma tête qui est en train de sauter dans tous les sens. On veut la suite, parce que on se dit, la suite, ça va être absolument dingue, et on est en train d'extrapoler des trucs, et tout est en train... Enfin, c'est un puzzle que t'es en train de faire, et t'as l'image qui commence à apparaître. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que, malheureusement, il y a un rush qui est en train de se faire de la part de Eiichiro Oda, et on sent que ça drille. On sent que ça va très très vite, parce que là, la présentation de l'exposition de cet arc de Vegapunk a été la semaine dernière la présentation des différentes personnes de Vegapunk qui ont aussi parti par rapport à ses émotions, qui justement le fait d'enlever ses émotions lui permet à lui, le cerveau, de pouvoir se concentrer sur vraiment les recherches. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il fait partie des révolutionnaires? Enfin, il y a encore plein de choses, qu'il y a plein de questions qu'on va avoir justement les réponses, mais je pensais vraiment que ce chapitre, on allait encore avoir une suite d'expositions, une suite d'informations, mais on a eu seulement que quelques parties, et même des choses que je pense que Eiichiro Oda aurait plus mis en place, ne serait-ce que par rapport aux références sur l'univers de Tezuka, Astro Boy entre autres. D'ailleurs, il faut savoir que Eiichiro Oda est très très lié à Tezuka, parce que c'est au niveau du manga, et même au niveau de l'animation, il a carrément révolutionné la manière de dessiner, la manière d'exposer les actions à travers les cases, à travers le découpage. Akira Toriyama, justement, on est un digne successeur en améliorant justement un certain dynamisme, un certain visuel au niveau des cases. Mais il faut savoir que au Japon, il y a j'arrive pas à trouver le nom, un concours. Vous avez été très très fort à me le souffler, Tezuka, et justement Eiichiro Oda en 1992, je crois que c'était la 42e édition justement de ce concours, et bien il l'a gagné. Et quand tu gagnes le concours Tezuka, que tu es arrivé premier, je crois que c'était avec Wanted en plus qu'il avait fait ça, et bien ça montre déjà que tu as un certain talent. Et enfin... Là, c'est un véritable hommage, on reconnaît les tours, on reconnaît un petit peu le style graphique, on reconnaît les bottes, la manière dont sont dessinés les personnages, le style un petit peu enfantin de certains robots, et ça, encore une fois, c'est un véritable hommage. On a vu aussi les robots, on sait que Akira Toriyama, non, Eiichiro Oda adore aussi les robots, il était fan de robots, mais ses parents pouvaient pas trop lui en acheter étant gamin, et c'est pour ça aussi qu'il a créé, et c'est aussi pour ça que je mets juste là, le général Franky qui l'a créé un petit peu, parce que c'est un rêve de gamin qui a été mis en place. S'il n'avait pas fait un manga sur les pirates, il aurait fait un manga sur les robots. Et d'ailleurs, il pensait que One Piece... je suis en train d'extrapoler parce que je parle beaucoup de One Piece en ce moment, mais One Piece à la base ne devait faire que 5 ans, et One Piece n'était peut-être aussi que, tout comme pour Akira Toriyama, à travers Dr. Slump, qui après est une sorte de tremplin à travers Dragon Ball,
Enfin, c'est-à-dire pas un tremplin, c'est-à-dire que c'est pas quand il a fait Dr. Slump qu'après il a eu l'idée, il avait déjà l'idée de faire Dragon Ball, mais je veux dire que le succès de Dr. Slump a permis à Akira Toriyama de lancer après, sans aucune retenue, Dragon Ball, parce qu'il avait la confiance de la Shueisha et il avait vraiment carte libre. Et en un sens, One Piece ne devait faire que 5 ans, et après, Eiichiro Oda devait faire un manga sur les robots. Et c'est aussi pour ça que, je suis en train d'extrapoler, mais totalement, mais je vous raconte un petit peu l'histoire de One Piece, parce que moi ça me fait plaisir. C'est-à-dire que si on a autant d'univers dans One Piece, si ça part dans tous les sens, qu'on a des shoguns, qu'on a des pirates, qu'on a des robots, qu'on a un peuple avec des ailes qui est sur des îles d'un côté, enfin qu'on a plein de trucs comme ça qui peuvent paraître un petit peu bizarres, c'est parce que Eiichiro Oda, dans sa tête, il avait aussi plein d'idées pour faire plein d'autres mangas qu'il a réunis justement dans ce même univers, tout en créant une cohérence qui est absolument dingue. C'est-à-dire que là, on a un truc futuriste avec une machine qui fait de la bouffe, une machine qui fait des vêtements. Il n'y a aucun souci là-dessus, alors qu'il y a des îles, ils sont encore à la charrette, et ils sont en train de cultiver à la main. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde de One Piece, il y a une différence au niveau de technologie, au niveau temporel qui est absolument dingue. Bref. Tout ça pour dire que cette mise en place du monde de Vegapunk est hyper important et nous hype pour la suite. La mise en place aussi de Bonnie peut-être un petit peu être un petit peu embêtante. Pourquoi? Parce que on la retrouve en tant que, je crois que c'est la seule Supernova qui est une femme. On voit qu'elle a quand même un sacré caractère, mais là on la voit en train de pleurer. Alors pareil, il y a toujours cette relation père-enfant, quelque chose qui est vraiment très très important pour Eiichiro Oda. Je vous le dis encore une fois, il a 47 ans, comme moi j'ai 45 ans, je suis papa, lui aussi il est papa, et une fois que tu es papa, une fois que tu as un enfant, la vision que tu as du monde est totalement différente par rapport à des personnes qui n'ont pas d'enfants. Je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas d'enfants ne comprennent pas la justesse ou la détresse, l'humanité du monde. Mais je veux dire que quand tu es papa, tu as une autre vision, tu as une autre priorité au niveau de ta vie. Pour certains, hein, parce qu'encore une fois, par rapport à ce qui m'est arrivé étant gamin, des fois on peut se demander si certains ont le droit d'être parents ou pas. Bref, ceci est une parenthèse. Tout ça pour dire que on a cette Bonnie qui est en train de pleurer, qui peut paraître un petit peu faible, mais en un sens, c'est une mise en place de la part d'Eiichiro Oda pour que Luffy et les autres aident Bonnie, qui est cette relation qui ne part pas que Bonnie part d'un côté et Luffy part d'un autre côté, ou même s'ils restent ensemble, il faut qu'il y ait un lien qui les unisse, qui donne envie à Luffy d'aller aider Bonnie, et à travers Bonnie et les explications qu'il va y avoir, va pouvoir amener d'autres choses. L'autre chose, c'est tout simplement Sabo. Sabo, elle a des informations sur Sabo, et comme justement ils vont parler de père, ils vont parler de cette relation, il va aussi y avoir cette information par rapport à Sabo, où Luffy va raconter qu'ils sont frère justement, et il va y avoir une importance qui va aussi être un déclic sur le futur, c'est-à-dire que aller aider Sabo, c'est très important, l'île qui a été détruite, enfin il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, il y a tout qui est en train de se ramener, c'est-à-dire qu'au niveau de One Piece, tous les éléments ne sont pas mis à la suite parce que on doit avancer pour créer une histoire, il y a tout un lien qui est en train de se mettre en place, qui est absolument excellent. On va passer maintenant sur la dernière partie, qui est tout simplement Barbe Noire et Law. Combat qu'on va sûrement avoir en off. Peut-être qu'on l'aura dans l'anime, mais je pense pas que la semaine prochaine, ou plutôt cette semaine, on va avoir justement un dessin d'Eiichiro Oda qui va nous dire, allez, on va faire le combat, on va voir un petit peu les passes d'armes, comme par exemple le ferait Akira Toriyama. Akira Toriyama, lui, il se dit, bah tiens, là, ça va être un combat qui va épée, bah on va voir un petit peu tous les trucs, et ça pourrait durer au moins 3-4 chapitres. Là, Eiichiro Oda, il dit, non, bah les combats, on va les ellipser, on va avancer dans l'histoire, et c'est la Toei qui fera justement les combats. Chose qui est important, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Senji, c'est qu'il met en place une nouvelle façon d'interagir au niveau des fruits des démons. C'est-à-dire que plus tu éveilles ton haki, plus tu utilises ton haki, plus ton haki est fort, et plus tu peux annuler les pouvoirs du fruit du démon. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que le fruit du démon qu'avait Sugar, qui permettait de transformer les personnes en jouets, et on peut imaginer que la personne qui est transformée en jouet, eh bien, si elle avait un haki qui était assez puissant, elle pouvait contrecarrer la transformation qui a été mise en place par Sugar. Et ça, c'est vraiment très important, et c'est une information qu'on n'avait pas avant.
C'est-à-dire que maintenant, le fruit du démon peut être contrebalancé par le haki. Et donc, le pouvoir de Barbe Noire devient moins puissant. Parce que si tu as un haki qui est assez puissant, qui est assez fort, il peut peut-être contrebalancer le pouvoir du fruit du démon de Barbe Noire qui permet une annihilation, une oblitarisation, je sais plus, enfin bref, une annulation tout simplement des capacités liées au fruit du démon. Et ça, c'est vraiment excellent. On voit aussi que c'est peut-être le défaut qu'a l'équipage de Barbe Noire, c'est-à-dire que on voit qu'ils sont tous liés à des fruits du démon. Alors que par exemple les Mugiwara, on voit par exemple que Franky, lui, n'a pas de fruits du démon et il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que c'est la puissance du personnage, l'utilisation du haki. Zoro ou tout simplement Sanji n'ont pas eu besoin d'un fruit du démon pour augmenter leur pouvoir. Et ça, c'est top parce que ça permet de mettre une contrebalance entre l'équipage de Barbe Noire et l'équipage justement des Mugiwara, la lumière contre par exemple les ténèbres. Il y a aussi une petite symbolique qui est présente là-dedans. Et pourquoi Ishiroda a décidé de mettre en place le combat entre Law et Barbe Noire? On est sûr et certain que Law a possibilité de battre Barbe Noire. Pourquoi? Parce que au-delà de la maîtrise de son fruit, il a une intelligence. Cependant, il a des boulets qui sont avec lui. C'est-à-dire que là où Barbe Noire a un équipage qui est hyper puissant, l'équipage de Law, je ne veux pas le sous-estimer, mais il ne tient pas. Et même si là, on a l'air d'avoir un 1v1, Barbe Noire, c'est un putain de fourbe, c'est un putain de traître. Et s'il sent que ça va pas, eh bien, obligatoirement, le reste de l'équipage va intervenir et Law va se faire massacrer. Donc, la victoire de Law en 1v1 est peut-être possible, mais équipage contre équipage est absolument impossible. Et donc, l'équipage de Law va perdre. De ce fait, ça permet à Barbe Noire d'avoir le road poneglyph, peut-être qu'il aura le road poneglyph justement de Zou. Ça permet d'éviter à des personnes de l'équipage de Barbe Noire d'aller détruire Zou, chose qui a été quand même assez désastreux, il faut bien l'avouer. Et là où c'est vraiment excellent, c'est que si Law a un combat versus Barbe Noire, c'est pas comme d'autres mangas où le mangaka a décidé de faire ça pour mettre une hype, pour faire du fanservice. Là ici, il y a toute une importance scénaristique qui se met en place. Pourquoi? Parce que Law ne va pas mourir. Law va s'en sortir, peut-être qu'il mourra plus tard, peut-être qu'il va être dans un sale état, mais il va aller donner une information capitale qui va permettre la défaite. C'est-à-dire que la défaite de Barbe Noire, elle est en train de se mettre en place maintenant. Pourquoi? Parce qu'on sait que Marco nous avait dit très longtemps que il y a quelque chose d'un point de vue génétique au niveau de Barbe Noire qui lui permet cette capacité d'avoir plusieurs fruits du démon. Et le chirurgien, Law, va attaquer et obligatoirement va analyser l'anatomie de Barbe Noire et trouver son point faible. Là, on va faire un petit parallèle pour ceux qui connaissent. J'aime bien prendre des vieux mangas, des vieux animes. On va prendre tout simplement Hokuto no Ken. À un moment, quand Ken le survivant, quand Ken, ça s'appelle pas Ken le survivant, ça s'appelle tout simplement Ken, combat le général Sozer, la première fois qu'il combat contre lui, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que ses techniques ne marchent pas. Et c'est au moment où, à un moment, t'as Sozer qui fait une sorte de saut de l'ange et que t'as Hokuto no Ken qui l'empale comme ça, il remarque dans le flux sanguin que le flux sanguin est inversé. Et l'avantage qu'avait Sozer, c'est qu'il avait tous ses organes qui étaient inversés. Et comme ses organes étaient inversés, et comme Hokuto no Ken, enfin Ken, justement faisait des trucs par rapport aux points vitaux, il n'arrivait pas à bien les identifier et pouvoir justement modifier, interagir dans le corps de Sozer. Et c'est justement à travers ça que quand il est revenu une seconde fois, il connaît le point faible de Sozer et il peut le tuer. Et bien là justement c'est ça, c'est à ça que sert Law. Law va servir tout simplement à savoir quel est le point faible de Barbe Noire. Et ça c'est intelligent, ça c'est vraiment très bien fait, et ça je ne l'avais pas vu venir. Ce chapitre
était un chapitre hyper dense, hyper intéressant. Je pense que les prochains chapitres, on va baisser parce que là on était en milieu, je crois qu'on était en milieu de tome, donc il fallait un truc encore une fois qui foute une hype. Donc là on va un petit peu redescendre pour avoir dans 3-4 chapitres vraiment un truc d'hyper important qui va clôturer le tome 133, 104, enfin 104 je pense, d'une façon assez magistrale. Bref, j'espère que j'ai pas été un petit peu trop bordélique dans cette critique analyse. J'espère surtout que je vous aurai amené des informations et que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.